Les Lakers sont arrivés et ils ont demandé aux Charlotte Hornets de leur mettre la plus grande claque qu'ils aient. Et les Hornets ont dit non. Et les Lakers ont dit, vas-y, vas-y, c'est gratuit, vas-y, je te ferai rien, vas-y, tape. Et les Hornets ont dit, non, 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 on ne veut pas, on ne veut pas. Les Lakers ont dit, imbécile, vas-y, frappe, frappe, tu peux frapper, vas-y, de toutes tes forces. Au final, les Hornets ont fini par mettre cette claque aux Lakers. Défaite de Los Angeles Lakers hier soir, 100-97, ou plutôt 97-100. Les Lakers étaient sur leur terrain. Cette défaite, pour moi, elle fait tâche, elle fait mal, elle fait désordre. Nous allons analyser les conséquences de cette défaite, puisque les Lakers vont entrer dans une série de 5 matchs et ça ne va pas être de la tarte. Si les Lakers tendent la joue dans les 5 prochains matchs, ils vont ramasser les claques et des claques et des claques. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Il y a quelque chose qui s'est cassé à partir du moment où le trade de Mark Williams a avorté. Le retour de Dalton Knecht et de Cam Reddish a sans doute jeté un froid sur l'effectif. Parce que tout à coup, le narratif selon lequel les Lakers prennent soin de leurs joueurs ne trouve pas écho auprès de ces deux-là qui reviennent dans l'effectif. Et les effets collatéraux de ce fiasco, c'est que Dalton Knecht et Cam Reddish sont maintenant dans l'effectif. Un effectif qui ne peut plus communiquer sur le fait qu'ils sont une fratrie. Puisqu'on n'éjecte pas ses frères. Quand quelqu'un sait que ses frères ont essayé de les tuer, eh bien ce ne sont plus ses frères. Et puis, toute la dynamique qui a été créée par ce trade. L'annonce du trade de Mark Williams a donné à Luka Doncic l'idée, l'impression donc, que les Lakers étaient en train de tout faire pour essayer de lui faire plaisir, de lui mettre les bonnes pièces autour afin qu'il puisse avoir du succès. Parce que pour rappel, Anthony Davis, c'est exactement ce qu'il demandait aussi. Mais les Lakers ne l'ont pas fait. Et il a suffi de 3 jours où ils ont fait venir Luka Doncic pour que tout à coup, ils cassent leur tirelire et fassent venir un pivot type, un pivot lourd. Tout ça, ça a créé une sorte de pagaille dans cet effectif. Croyez-moi, ce trade avorté de Mark Williams va peut-être nous coûter la saison. Si on regarde les stats de ce match, les Lakers ont shooté à 41 points au tir, contre 36,3 à l'équipe adverse. Bref, au niveau de l'adresse, les Lakers ont terminé devant. Au tir à 3 points, c'est 15 sur 51 pour les Lakers. C'est pas 21%, mais 29,4%. Et l'équipe adverse, 34%. Les Lakers ont shooté 12 lancers francs, ils en ont réussi 8. Ça veut dire qu'ils ont raté 4 lancers francs. Et ils ont perdu le match de 3 points. Vous avez compris. C'est à ce niveau-là qu'ils ont perdu le match. Mais ce n'est pas tout. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond, soi-disant qu'ils n'ont pas de pivot, et qu'en face, il y a Mark Williams. Ils ont même gagné la bataille du rebond offensif, avec 12 rebonds offensifs pris. Ils ont fait 29 passes décisives contre 20 à Charlotte. Au niveau des blocs, des contres, c'est 4-4. Au niveau des pertes de balles, c'est 18 pour les Lakers et 17 pour Charlotte. Au niveau de la bataille à l'intérieur, les Lakers ont gagné cette bataille 40 points à 26. Soit une domination énorme. Et ça, c'est absolument pas logique. Parce que
vous avez un pourcentage catastrophique à 3 points et une domination à l'intérieur. Donc, normalement, cette différence aurait dû basculer du côté des Lakers. Surtout que la réussite à 3 points des Hornets n'est pas si élevée que cela. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème au niveau de la philosophie de jeu. Il y avait clairement un avantage à exploiter pour les Lakers à l'intérieur. Pour rappel, 90 tirs pris, 51 à 3 points, alors que vous gagnez la bataille à l'intérieur haut la main. Je ne comprends pas ce qui s'est passé hier soir. C'est absurde. C'est absurde. Qu'est-ce qui se passe, Austin? Austin Reeves, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tu pètes les plombs, ça y est, tu craques. Ça y est, t'es tendu, qu'est-ce qui se passe? Tu sens la pression? Tu sais que t'es dans la plus grande franchise de l'histoire du sport. Tu sais que même Anthony Davis est tradable. Tu sais que ce front office met de la pression sur ses joueurs. C'est normal. C'est la plus grande franchise de sport. Les Lakers, c'est l'équipe glamour de la NBA. Donc, je comprends. Il y a des stars partout au crypto. Il y a des vedettes de cinéma. Il y a des rappeurs. Il y a des chanteurs. Tu craques. Tu craques et tu abandonnes ta troupe. Les leaders ne font pas ça. Les leaders ne font pas ça. Je n'ai jamais vu LeBron James se faire éjecter d'un match et qui plus est de manière aussi stupide. Vous avez remarqué que la claque de Charlotte, elle est arrivée quand Austin est sorti? LeBron James l'a dit en début de saison, nous n'avons pas de marge d'erreur. Nous devons utiliser toutes nos troupes. Résultat, ça fait 2 défaites de suite des Lakers. Face à des adversaires lambda. Face à des adversaires, que dis-je, qui ne cherchent même pas à gagner les matchs. Des adversaires qu'il faut supplier pour qu'ils nous mettent la claque qu'on a si gentiment réclamée. Je suis désolé, hein. On est en deuxième partie de saison. Historiquement, après le All-Star Game, les choses sérieuses commencent. Et là, les Lakers disent que, mais non, nous ne sommes pas prêts. Nos nerfs lâchent, notre jeu se cherche, nous n'avons pas pris les bonnes décisions au niveau du line-up, nous ne faisons pas jouer de longues minutes à des joueurs qui font gagner l'équipe. Nous avons une superstar avec une cheville endolorie et une autre superstar en surpoids et le troisième meilleur joueur de l'équipe qui perd ses nerfs. Ça va pas. Est-ce que le trade de Mark Williams est encore dans les têtes? Il n'y a pas tellement longtemps, je me suis remis à regarder les podcasts de J.J. Redick et LeBron James, qui datent de la saison dernière. Et franchement, j'encourage tout le monde à les regarder. C'est très intéressant. Ça s'appelle Mind the Game. Il décortique un peu les phases de jeu. Il parle de l'évolution du jeu. Il parle des playoffs. Il parle un peu de tout. Il parle des systèmes. C'est très intéressant. Et alors, quelque chose m'a sauté aux yeux. À un moment, les deux hommes discutent sur les tirs à 3 points. Et il en ressort, selon moi, qu'il y a une divergence profonde entre les deux hommes. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ces deux hommes étaient à la tête d'un podcast l'année passée. C'est suite à ce podcast où J.J. Redick a montré ses qualités qu'il est devenu le coach des Los Angeles Lakers. Sans doute avec la bénédiction de LeBron James. Je pense que LeBron James est derrière cette signature de J.J. Redick. Cependant, les deux hommes ont cette divergence. Je pense que ça date du 6e épisode ou du 5e, je ne sais plus.
En tout cas, c'est celui qui est consacré au tir à 3 points. Et à un moment, J.J. Redick, lui, il fait l'apologie des tirs à 3 points. Et LeBron James, il lui dit, écoute, je peux tirer à 3 points. Je peux prendre 8-9 tirs. Je peux peut-être en mettre 3-4 si je suis dans un bon rythme. J'estime que je suis un bon shooter. Mais si je prends que des tirs à 3 points, j'ai l'impression que je ne mets pas assez de pression sur la défense. Et les deux hommes ont échangé là-dessus. Je pense qu'ils ont trouvé un compromis. Mais au fond, pour moi, cette divergence est restée. Et aujourd'hui, la question a été posée à LeBron James par rapport au tir à 3 points. Et il n'a pas voulu y répondre. Pourquoi? Parce que hier soir, les Lakers ont tiré 51 fois à 3 points. Sur 90 possibles. 90 tirs pris en tout. Et 51 de ces tirs à 3 points. Avec un pourcentage catastrophique pour les Lakers. Donc, forcément, il y a un problème. LeBron et JJ ne sont pas d'accord sur la philosophie de jeu de l'équipe. LeBron a envie de mettre de la pression sur la défense et JJ, il encourage au tir à 3 points. Le problème, c'est que quand ça ne rentre pas, ça plombe tout le système, toute la dynamique de l'équipe. Il va falloir que ces deux hommes trouvent une solution à cette divergence profonde. Il en va de la survie des Los Angeles Lakers de cette conférence Ouest. Les Lakers ont déconné. Déconné, mais déconné. Les équipes sérieuses ne perdent pas coup sur coup face au Jazz et face aux Hornets. Ce n'est pas possible. Vous ne verrez pas OKC faire ça. Vous ne verrez pas Denver faire ça. Vous ne verrez pas Houston faire ça. Certes, Houston a perdu une série de matchs, mais ce n'était pas face à des adversaires de ce calibre-là. Et si je regarde bien la suite des événements, eh bien c'est chaud. C'est chaud. Parce que prochain match, les Lakers vont à Portland. Franchement, les Blazers jouent un beau basket actuellement. Ils ont perdu certes leurs 2 derniers matchs face à Denver, mais avant ça, ils ont battu pas mal de bonnes équipes. C'est une équipe qui joue en défense, athlétique comme pas possible, qui va avoir forcément une supériorité à l'intérieur avec DeAndre Ayton. Et sur le périmètre, ils ont des défenseurs. Je pense à Toumani Camara, le 3&D belge de cette équipe des Blazers, qui défend dur, notamment dans une série de matchs face aux Suns. Il a été impressionnant face à Kevin Durant. Et franchement, au niveau scoring, il n'y a pas mieux que Kevin Durant dans la NBA d'aujourd'hui. Après ça, ce sont les Nuggets de Denver. C'est-à-dire l'équipe anti-Lakers par définition. Parce que l'équipe dont le joueur majeur est un big. Donc, l'équipe contre laquelle normalement les Lakers ne sont pas préparés. Les Lakers ne sont pas construits pour défendre avec régularité face aux Nuggets. Et le match se joue là-bas. Dans un contexte normal où les Lakers jouent bien, j'aurais aimé ma chance face aux Denver Nuggets. Parce que j'aime bien le match-up. J'aime bien ce que Luka est capable de faire face à Jokic et Murray. Mais il y a Michael Porter Jr. qui est un problème. Il y a Gordon de la raquette qui est un problème. Christian Brown qui joue bien aussi. Donc ça va être compliqué. Après ça, c'est le 25. C'est le fameux match face à Dallas. Je pense que Dallas va tout donner à ce match. Il n'y aura pas Anthony Davis, mais c'est un match qu'on peut perdre. Heureusement que c'est à domicile. Après ça, ce sont les Wolves de Minnesota. Ouf, c'est aussi à la maison. Match compliqué. Et puis on va terminer le mois
de février à domicile face aux Clippers. Donc, on va à Portland, on va à Denver, on reçoit les Dallas Mavericks, on reçoit les Wolves de Minnesota, et puis on reçoit les Clippers. Il faut rappeler qu'au mois de mars, le premier match du mois de mars, c'est aussi face aux Clippers. Mais je pense que je dois faire une vidéo que sur le mois de mars. Parce que le mois de mars pour les Lakers est quelque chose d'absolument brutal. On va jouer New York, on va jouer Boston à Boston, on va aller à Denver et puis on va recevoir Denver. On va jouer 2 fois face à OKC. Eh bien, dites-moi. Dites-moi. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite presque honteuse des Lakers hier soir face à l'une des pires équipes de toute la NBA. Une équipe qui n'a gagné que 14 matchs sur la saison. Tu ne dépasses même pas les 100 points. En plus, l'équipe en face de toi a shooté à 36% au tir. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé hier soir. Il faut absolument que les Lakers soient sérieux dans 2 jours face à Portland. Prenez soin de vous. Ciao.